Paris ne s'est pas construit au hasard. C'est organisé, structuré, imposé dans la pierre. Ici, chaque axe est une décision. Chaque place, un rapport de force. Chaque façade, une démonstration. Paris n'a pas un centre, elle en a plusieurs. Mais celui-ci est le plus ancien, le plus dense, le plus chargé de mémoire. Du Louvre à l'Opéra, de la Seine aux Tuileries, nous traversons le Paris qui a gouverné, ordonné, façonné la ville. Un Paris minéral, un Paris de pouvoir, de symboles et de continuité. Cette journée se construira sur des contrastes. La rigueur des grandes perspectives face aux respirations des berges. Les dorures de l'opéra face à la précision d'un atelier de macarons où l'on apprend à maîtriser un geste, une matière, un savoir-faire. La grandeur d'une capitale parcourue à hauteur d'homme, pas à pas. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Paris historique. Bienvenue dans le cœur royal de Paris. Notre journée commence rue Cambon, devant la Cour des comptes. C'est un choix symbolique. Cette institution est l'héritière directe des bureaux qui, dès le Moyen-Âge, surveillaient les finances de la couronne. Juste à côté, l'église Notre-Dame de l'Assomption. Cette rotonde inattendue était autrefois la chapelle d'un couvent, blottie dans l'ombre du palais des Tuileries. C'est le contraste parfait, le silence d'une coupole sacrée avant de plonger dans la démesure de la place de la Concorde. Nous empruntons la rue de Rivoli, une perspective de 2 km d'arcade parfaite, percée par Napoléon, pour relier le Louvre à l'Est parisien. Nous arrivons place de la Concorde, l'une des plus grandes places d'Europe. 8,5 hectares de pierre, d'espace, de perspective. Le regard se perd dans toutes les directions. À l'ouest, les Champs-Élysées montent vers l'Arc de Triomphe. À l'est, le jardin des Tuileries mène au Louvre. Au nord, la Madeleine. Au sud, l'Assemblée nationale. Paris s'organise depuis ce point. Au centre, l'obélisque de Luxor. 3300 ans d'histoire. Offert par le vice-roi d'Égypte Mohamed Ali, il est érigé ici en 1836, après un voyage de plusieurs années depuis le temple de Luxor par le Nil, la Méditerranée et la Seine. 23 mètres de granit rose, couverts de hiéroglyphes. Le plus ancien monument de Paris, bien plus ancien que la ville elle-même. De part et d'autre, 2 fontaines monumentales. C'est dans l'un de ces bassins qu'Andy, Anne Hathaway, finit par jeter son téléphone dans Le diable s'habille en Prada. Au nord, la navigation fluviale. Au sud, la navigation maritime. Autour, 8 statues représentent les grandes villes de France. La place n'a pas toujours porté ce nom. Elle fut place Louis XV, puis place de la Révolution, où la guillotine fut installée. Louis XVI y fut exécuté, Marie-Antoinette, Danton.
Robespierre. Le sol que nous foulons a vu tomber la monarchie et ceux qui l'ont renversée. Après la terreur, on chercha l'apaisement. On la nomma concorde, du latin concordia, l'harmonie. Un mot pour tenter de refermer les fractures. Nous quittons la Concorde pour une autre place. Nous empruntons la rue Saint-Honoré, un axe ancien qui relie depuis des siècles le Louvre, les Tuileries et la place Vendôme. Octogonale, parfaitement symétrique. Une architecture du XVIIe siècle, commandée par Louis XIV. Ici, tout est ordre, tout est maîtrise. Les façades sont identiques, alignées avec une précision absolue. Pierre claire, arcade régulière, toit d'ardoise. Un écrin de pierre pensé pour impressionner. Au centre, la colonne Vendôme. « 44 mètres de bronze, érigé en 1810 sur ordre de Napoléon, inspiré de la colonne Trajan à Rome. Le bronze provient des canons pris à l'ennemi lors de la bataille d'Austerlitz. Une spirale de bas-relief raconte les campagnes militaires de l'Empire jusqu'au sommet. Là-haut, Napoléon en César. La colonne est abattue pendant la Commune en 1871. Symbole du pouvoir impérial, renversée dans la rue, puis reconstruite. Aujourd'hui, la place Vendôme est un lieu de luxe. Joaillier, haute couture, hôtel palace. Et pourtant, malgré sa centralité, la place reste étonnamment calme. Au pied de la place, arrêt plus terre à terre. Le Petit Vendôme, un bistrot de quartier, ouvert depuis 1954. On commande un jambon beurre, baguette croustillante, beurre doux, jambon à l'os découpé minute. Simple, efficace, parisien. Traversons la rue de Rivoli. Le jardin des Tuileries s'ouvre devant nous. Au centre, la vasque olympique rappelle le passage des Jeux de 2024. Installation éphémère, inscrite un temps, dans un espace dessiné pour la permanence. « 28 hectares d'allées rectilignes, d'arbres alignés, un jardin à la française. Tout est symétrie. Créé au XVIe siècle pour Catherine de Médicis, redessiné par le nôtre au XVIIe. L'allée centrale file droit vers le Louvre. La pyramide apparaît déjà au loin. Autour des bassins, des chaises vertes. Ici, le rythme ralentit.
une pause dans le Paris minéral, un contrepoint végétal à la pierre. Des statues ponctuent les allées. Au loin, l'orangerie où sont exposées les nymphéas de Monet. Un premier seuil, une première perspective, et au bout, la pyramide. Elle surgit dans la cour Napoléon. Verre et métal, géométrie parfaite. Une intervention contemporaine au cœur d'un palais pluriséculaire. Inaugurée en 1989, elle divise à Paris. Trop moderne, trop audacieuse. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des symboles de la ville. Autour, la cour s'ouvre. Nous levons les yeux vers les façades du palais. Des ailes qui s'étendent sur des centaines de mètres. Un palais, né comme forteresse au XIIe siècle, devenu résidence royale, puis musée. Plus de 8 siècles d'histoire contenus dans ces murs. Nous entrons par la pyramide. La lumière descend d'en haut, filtrée par le verre. Le Louvre est immense. Ici, on ne marche pas seulement dans l'histoire, on marche aussi dans le cinéma. C'est dans ces couloirs que Tom Hanks déchiffrait des énigmes dans Da Vinci Code, ou que les héros de bande à part tentaient de traverser le musée en courant. Quant à nous, nous prendrons le temps, niveau par niveau, en remontant lentement à travers les siècles. Sous nos pieds, les vestiges de la forteresse médiévale de Philippe Auguste. Murs massifs, fossés, pierres épaisses. Un Louvre défensif, bien avant le palais, bien avant le musée. C'est ici que tout a commencé. Nous remontons d'un étage. Les salles se remplissent de sculptures, de sarcophages, de stèles. Égypte, Grèce, Rome. Le temps change d'échelle. On ne pense plus en siècles, mais en millénaires. La Vénus de Milo attire les regards. Découverte en 1820 sur l'île de Milo, elle devient rapidement le trésor grec de la France. Plus loin, la victoire de Samothrace, perchée en haut de l'escalier d'Aru. Une silhouette en mouvement, figée dans l'élan. Nous montons encore. Le monumental laisse place aux détails. Meubles, tapisseries, orfèvrerie. Des objets du quotidien, pensés aussi pour affirmer un rang, un statut.
Puis nous entrons dans la galerie d'Apollon. Un grand espace doré, conçu au XVIIe siècle comme une galerie de prestige. Plafond peint. Or. Symétrie parfaite. Ici sont exposés les joyaux de la couronne. Émeraude, saphir, diamant. Nous filmons ces vitrines sans le savoir encore. En octobre 2025, la galerie est cambriolée. 9 bijoux du XIXe siècle disparaissent. Seule la couronne de l'impératrice Eugénie est retrouvée, endommagée. Ce que nous voyons ici n'existe plus. Nous changeons d'étage. La peinture occidentale s'impose. La Joconde est là, derrière sa vitre, observée par une foule compacte. Petite par la taille, immense par la charge symbolique. Mais autour, des centaines d'autres toiles racontent l'histoire de l'Europe. Scènes religieuses, portraits royaux, batailles, allégories. Dans les grandes salles, la peinture d'histoire domine. Le sacre de Napoléon de Jacques-Louis David en est l'un des sommets. Nous débouchons soudain dans un espace inattendu. Un volume immense, baigné de lumière naturelle. Au-dessus de nous, une verrière monumentale. Nous sommes dans la cour Marly. À l'origine, ces sculptures se trouvaient dans les jardins du château de Marly-le-Roi, résidence de Louis XIV. Chevaux cabrés, figures mythologiques. Le marbre capte la lumière. Autour de nous, des visiteurs dessinent. Des étudiants en art copient les formes, étudient les proportions. Nous quittons le Louvre et remontons vers le nord. Quelques rues plus loin, l'Opéra Garnier. La façade est en travaux. Le monument est là, mais masqué. On contourne, on entre. Dès le hall, le ton change. Marbre, dorure, escaliers monumentaux. L'Opéra Garnier n'a pas été construit pour être discret. Il a été pensé pour impressionner. Nous montons le grand escalier, un espace conçu comme une scène en soi. Le décor est si théâtral qu'il semble avoir été pensé pour le cinéma avant même que celui-ci n'existe. Balustrade sculptée, plafond peint. La lumière descend des lustres. Chaque détail est travaillé. Le style Second Empire dans toute sa démesure. Fastueux, assumé. Nous arrivons dans le grand foyer. Une galerie immense, longue de 54 mètres. Miroirs, colonnes, fresques au plafond.
Tout reflète, tout brille. Conçu pour que le public se montre autant qu'il regarde. Un lieu de parade sociale autant que d'attente. Les lustres de cristal éclairent les dorures et les marbres polychromes. Nous entrons dans la salle, rouge et or. Au plafond, la fresque de Chagall, un ajout des années 1960, colorée, moderne, en contraste avec le reste. Elle fait désormais partie de l'histoire du lieu. Au centre, un lustre monumental, suspendu au-dessus de la salle. Difficile de ne pas imaginer le fantôme de l'opéra rôder dans les dessous, sous ce lustre de près de 7 tonnes, fait de bronze et de cristal. Près de 2000 spectateurs peuvent y prendre place. Puis nous quittons l'opéra. À quelques pas d'ici, un autre temple parisien nous attend, moins théâtral, plus gourmand. Les Galeries Lafayette. À l'intérieur, l'espace s'ouvre verticalement. Un dôme de verre et de métal s'élève au-dessus de nous. Art nouveau. Ferronnerie de Louis Majorel. Vitraux de Jacques Gruber. Inauguré en 1912, ce n'est pas le Paris royal, c'est le Paris commercial, flamboyant. Près de la coupole, un espace plus calme. L'appartement Lafayette. Un moment pour s'immerger dans le savoir-faire des macarons et ralentir le rythme. Mais aussi pour prolonger le fil rouge de cette journée, le Paris royal. Car le macaron vient de là. Introduit en France au XVIe siècle par Catherine de Médicis, servi à la table de Louis XIV, présent à Versailles. Un biscuit d'amande qui a traversé les siècles, de la cour aux ateliers parisiens d'aujourd'hui. Nous repartons avec la recette, la technique et nos macarons rangés dans leur écrin. Mais la journée n'est pas terminée. En chemin, nous traversons la galerie Vivienne. Une parenthèse raffinée avant de replonger dans la ville. Le palais royal n'a rien d'un monument tape à l'œil. 4 galeries à arcades l'entourent avec élégance. Mais il occupe une place centrale dans l'histoire royale et révolutionnaire de Paris. Créé au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, il devient rapidement un lieu de pouvoir. Contrairement aux jardins royaux fermés, celui-ci est ouvert aux Parisiens. On y circule, on s'y retrouve, on y complote. C'est ici que Camille Desmoulins appelle à la prise de la Bastille en juillet 1789. Dans la cour d'honneur du palais, une surprise nous attend. 260 colonnes rayées noir et blanc surgissent du sol. Les colonnes de Buren, ou plutôt les 2 plateaux. Une œuvre de Daniel Buren, installée en 1986. À l'époque, le scandale est immense. On accuse l'artiste de saccager le patrimoine. Le projet est contesté, attaqué, puis maintenu. L'œuvre est achevée. Aujourd'hui, la polémique s'est effacée. Les colonnes font partie du paysage. Les enfants y jouent. Les visiteurs les photographient.
un dialogue entre deux époques. La journée a été dense. Le soir venu, une envie de simplicité nous prend. Pas de table royale, pas de dorure. Juste un plat paysan mijoté lentement. Un bœuf bourguignon. Autour de la table, on parle de cette journée. Et on prépare déjà la suite. Car Paris n'a pas fini de se raconter. Dans le prochain épisode, nous vous présenterons le Paris monumental. À bientôt pour de nouvelles découvertes.